Alors, dans cette story, je vais vous expliquer de comment mon ex-époux, toujours dans sa tentative de vouloir m'éliminer, de vouloir me faire taire, avait envoyé des gens pour venir me tuer ou nous tuer avec les enfants. Je ne sais pas seul, lui, c'est ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, la fois où nous avons été presque, comment dirais-je, attaqués le soir avec mes enfants, pendant que lui, il était à l'extérieur du pays. Il faut savoir que ce dernier était expatrié ici en Afrique, précisément au Congo. Et après, nous sommes allés nous installer en Europe. Les premiers temps, il travaillait dans la ville parce que je voulais que mon mari travaille sur place. Je ne voulais pas être seule, je me sentais seule, je voulais avoir mon mari auprès de moi. Chose qu'il avait fait, je crois, pendant 1 année ou 2 ans. Et après, il y a eu tous les problèmes que vous savez. Donc, je découvre que je suis face à quelqu'un qui veut me faire du mal, quelqu'un qui en veut à ma vie. Donc, je commence à demander une séparation de corps. Le monsieur n'accepte pas. Physiquement, il dit qu'il est d'accord. Physiquement, il dit que ça va nous faire du bien. Physiquement, il dit que on va d'abord s'éloigner l'un et l'autre. Et il est sûr qu'un jour, on se remettra ensemble. Mais je dis non. Moi, je vois que ça bat de l'aile. Soit on arrange, on continue, soit on divorce. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Aucun jour, monsieur m'avait répondu que non, chérie, on arrange, on continue. Aucun jour, il m'avait répondu, chérie, on divorce. Il me disait tout simplement, je pense que tu as besoin de trouver ton chemin. Je pense que tu as besoin d'aller te reposer quelque temps. Ça, on va se séparer pendant un moment, mais moi, je suis sûre qu'un jour, on se retrouvera. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Ce n'est pas cette phrase que moi, je m'attendais. Je m'attendais à ce que mon mari me dise, chérie, je veux arranger, chérie, je t'aime, chérie, je veux être avec toi. Malheureusement, près de 1 mois ou 2 mois, chaque fois qu'on en parlait, j'avais droit toujours à cette phrase. Je pense qu'il est bien qu'on se sépare, tu as besoin de te trouver, de te retrouver, mais je sais qu'un jour on se remettra ensemble. Je ne savais pas que c'était une façon pour lui de me mettre à la porte. C'était une façon pour lui de me sortir de sa vie indirectement. Parce qu'il faut savoir que les pervers narcissiques n'aiment pas qu'on découvre leur visage. Il y a les pervers narcissiques, les psychopathes qui font la violence physique, c'est-à-dire ils montrent à sa victime qui il est, ils montrent à sa victime ce qu'il peut faire, ce qu'il peut accomplir. Il fait du chantage à la victime, comment dirais-je, il menace la victime. Et il y a une autre catégorie qui joue beaucoup sur la façade, qui adore la façade, qui est prête à tout pour la façade. C'est ce genre de qualité que nous voyons dans les films criminels, qui sont les époux parfaits, qui comblent leur femme de bonheur, de prestige, de matériel, mais qui au fond sont les prédateurs, qui mettent des petits poisons, qui font des petits trucs pour les faire passer pour des folles. Et c'est à ce genre-là que j'étais tombée. Donc monsieur me faisait comprendre tranquillement qu'avec tout l'amour qu'il avait pour moi, la meilleure solution était que je me mette un peu de côté pendant un moment, le temps de trouver ma voie, le temps de trouver mon chemin, mais qu'il était sûr, comme s'il était Dieu, qu'un jour on se remettrait ensemble. Mais moi, ça me semblait bizarre. Parce que je me disais, mais comment quelqu'un qui m'aime me demande qu'on se sépare? C'est vrai que je parlais de divorce, c'est vrai que c'est moi qui parle de séparation. Mais nous, les femmes, on tire la sonnette d'alarme parce qu'on veut que vous réagissez, parce qu'on veut que tu réagisses en fait. Parce que je veux voir si tu m'aimes, parce que je veux qu'on arrange le problème. Mais pas que tu me sortes que tu veux divorcer, pas que tu me dises que tu veux que je m'éloigne. Parce que quand je m'éloigne, c'est soit on s'éloigne pour toujours. La vie n'est pas un jeu, le mariage n'est pas un jeu. Et ça continuait, restait sur sa position, les choses ne s'amélioraient pas, alors je me suis dit, ok, c'est la bonne chose à faire. Mon état de santé qui s'aggravait, j'étais de plus en plus maigre, je commençais à noircir avec les tentatives d'empoisonnement que je vous ai expliquées dans la story passée, avec toutes ces choses qu'il faisait, la disparition des objets, afin de me faire passer pour une parano, quelqu'un qui oublie, chose qui commençait à fonctionner parce que je devenais dépendante de lui. Chérie, tu n'as pas vu la télécommande? Chérie, tu peux régler mon mot de passe? Chérie, s'il te plaît, tu sais que j'oublie tellement les choses, s'il te plaît, tu n'as pas vu ça. Et c'était comme ça. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas quelqu'un qui oublie. Au fond de moi, je savais que l'oubli n'a jamais fait partie. L'oubli n'a jamais fait partie de moi. Bien au contraire. Pour ceux qui me connaissent, l'une des choses que j'ai le plus, c'est même la perfection, l'excès de perfection. J'aime tellement que les choses soient tellement bien faites que je peux prendre du temps. J'aime tellement être vraiment sûre que tout le monde est content, que je peux passer des heures à arranger quelque chose.
J'aime tellement la perfection que lorsque on partait dans les voyages, on se retrouvait dans les hôtels, j'arrivais jusqu'au point de récurer les toilettes moi-même parce que nous devons sortir de la chambre d'hôtel, de peur que les femmes de ménage nous jugent ou de peur que les femmes de ménage voient que cette noire est sale. Je regardais en bas du lit, en bas du canapé. Parfois, c'était même eux qui m'appelaient « Maman, on y va, chérie, on y va ». Ils sont déjà en bas à la voiture pendant que moi, je suis en train de fouiller en bas s'il n'y a pas une chaussette, une chaussure des enfants qui est resté. J'avais tous les défauts, mais j'aimais ma famille. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram, je faisais des directs de cuisine. J'étais une femme aimante. Je passais mon temps à satisfaire mon mari. Ma fille peut en témoigner, mais les réseaux peuvent en témoigner. Parce que j'avais une page sur Instagram où je faisais des plats de cuisine. J'étais cette femme-là qui restait à la maison, qui faisait la serpillière de sa maison des 2 niveaux que j'avais du haut jusqu'en bas et qui faisait le tout de finir avant 14 h, de préparer le repas. À 16 h, le repas devait être prêt lorsque monsieur arrive. J'étais cette femme-là qui dressait les tables, c'est-à-dire mes assiettes n'étaient jamais servies de façon normale. C'était toujours servi avec décoration, comme si je travaillais dans un restaurant. La cuisine était ma deuxième passion après la musique. Et ça, Instagram peut le témoigner parce que les directs sont toujours là. Mais malheureusement, tout ce que je faisais, monsieur n'était jamais satisfait. Et à l'époque, je ne connaissais pas la manipulation, je ne connaissais pas les manipulateurs. Donc j'avais droit à des phrases comme il y a un peu trop de sel, à des phrases comme il y a beaucoup d'huile, à des phrases toujours bizarres ou encore je n'ai pas faim, ou encore vous êtes en train de manger et puis monsieur va faire un débat, quelque chose qui va complètement ou l'enlever l'appétit, ou t'enlever l'appétit, ou lui donner une excuse de quitter la table, de ne pas manger telle ou telle chose pendant que toi tu t'es donné une journée à faire plaisir. Les photos sont sur Instagram. Et lorsque je parle de faire plaisir, c'est pas tu te lèves un matin, tu fais des plats lambda. Non, je partais sur les comptes, je partais sur les réseaux, sur YouTube, je faisais des plats extraordinaires pour pouvoir rendre mon mari heureux. Voyant que ça ne marchait plus, voyant que j'étais mal, voyant qu'on était même déjà séparés de lit, il dormait dans une autre chambre, je dormais dans une autre chambre, alors je demanda qu'il puisse nous prendre un appartement. Chose qu'il fit, le mari parfait. Parce qu'il me disait jamais non. Fallait pas que je découvre. Donc même si cette chose, il devait aller voler pour me l'offrir, pour que je sois satisfaite et que je reste dans le déni, que je reste dans l'aveuglement, il le faisait. Quelques mois plus tard, j'avais l'appartement. Je pris les enfants et je partis. On était d'accord parce qu'il disait qu'on avait besoin d'un peu de temps de séparation. Moi, je vivais des choses. Je savais que j'étais maltraitée. Je savais que j'étais sous manipulation. Je savais que je mourrais à petit feu. Mais je ne savais pas quoi, comment et qui le faisait. Je prends les enfants et je m'installe dans cet appartement dont seul lui a la connaissance. Je n'ai pas d'amis dans la ville de Milan. Toute relation que j'essaie de me faire, ces gens disparaissent, ces gens ne me parlent plus bizarrement, mystérieusement, mais jamais je ne suspecte mon mari. Tout le monde sauf lui. Je ne suspecte personne, je n'ai pas d'amis. Je cause de temps en temps avec ma famille, mais je ne leur explique pas ce que je vis. Je ne vois même pas l'utilité d'expliquer ce que je vis parce que je ne suis même pas consciente que je vis de la manipulation. En fait, je me dis juste que je suis en désaccord avec mon époux, tout simplement. On arrive à l'appartement, on vit, il commence à voyager à l'extérieur. Il vient nous rendre visite de temps en temps, donc c'est lui qui s'occupe de tout. J'ai un petit enfant de, je sais pas, de 1 année, donc il s'occupe de tout, l'aménagement, tout. Il nous installe dans un immeuble où il n'y a pas de caméra, en général en plein centre de Milan, parce que nous étions à Milan, mais à 30 minutes du centre. Et là, il me prend un appartement dans le centre parce que je voulais avoir des relations, je voulais connaître des gens. Je me sentais tellement en danger que je me disais dans cette périphérie, avec que des vieux et des vieilles Italiens, avec que des gens du sud de son pays, des gens limites, et avec que des gens entre 30, c'est-à-dire où tu as des gens de 80 ans, de 60 à 80 ans, où tu avais des gens de 18 ans à en bas. Mais tu n'avais pas des gens normaux à ma promotion, à notre promotion. On n'avait que des plus vieux, on n'avait que des plus petits, des gens qui ne pouvaient pas t'aider et qui étaient tout le temps enfermés dans la maison. Donc mes voisines, c'était des grandes mères, mes voisines, c'était des petits-enfants. Je voulais m'installer en ville, peut-être l'instinct de survie, parce qu'en ville, c'était métropolitain. Là-bas, tu pouvais trouver les Arabes, les gens de Beyrouth, les gens de l'Amérique latine, pas mal de Noirs aussi, un peu de tout. C'est vrai que l'Italie n'a vraiment pas beaucoup de Noirs, mais quand même, en plein centre, je trouvais quand même des Noirs. Et dans l'appartement, vous êtes à plusieurs. Donc l'instinct de survie m'avait poussé à l'obliger, mais vraiment, je l'avais obligé. Mais comme monsieur faisait toujours ce que je voulais, il nous prend l'appartement.
On s'installe à l'appartement, on ne connaît personne. Mais pendant que j'étais dans l'appartement, je sentais que j'étais pas bien. Là, je commençais à découvrir déjà, souvenez-vous. Je suis déjà passée par les empoisonnements. Je suis déjà passée par les tentatives où on a voulu me jeter dans l'eau, dans la rivière, où on a voulu me jeter par-dessus le bateau. Je suis déjà passée par plusieurs tentatives. Là, nous sommes déjà sur le chemin de la séparation. Donc, j'ai les enfants dans l'appartement, mais on reste des amis, on est bien. Il y a même l'espoir de se remettre ensemble. Parce que lorsque tu es sous manipulation, parfois tu te dis c'est dans ta tête, parfois tu te dis ce n'est pas grave, parfois tu te dis je ne veux pas laisser tout ça, parfois tu te dis c'est mon mari, parfois. Donc, tu as toujours l'espoir de on va se remettre, on peut arranger. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tu sais juste que tu dois être à côté. Peut-être que c'était aussi Dieu qui m'épargnait. Nous sommes à l'appartement. Monsieur travaille en Libye. Monsieur descend tous les 3 semaines, monsieur n'habite pas avec nous. Pour un début, on essaye de cohabiter ensemble, mais ça ne marche pas. Alors on prend la décision qu'il reste de l'autre côté, à l'ancienne maison, qui est notre maison, et que moi et les enfants, je reste à l'appartement que nous étions en train de louer. Je commence à suspecter que je suis en danger, que j'ai affaire pas seulement à quelqu'un qui veut me tuer spirituellement, mais aussi sûrement à quelqu'un qui veut me tuer physiquement. Un jour, il vient nous rendre visite, normal, il vient nous rendre visite, toujours mon mari, à la maison. Et Dieu fait grâce, il oublie son ordinateur. Je n'ai jamais été une femme qui fouille ni le téléphone ni l'ordinateur. Moi, la relation est basée sur la fidélité, la sincérité. Franchement, j'étais le genre de femme, chérie, au revoir, on s'appelle, on se voit quand on se voit le soir. Vraiment, si j'appelais mon mari, c'était pour lui dire, chérie, il manque le lait, est-ce que tu peux revenir avec l'huile? Parce que c'est lui qui faisait tout. Moi, j'étais dans une espèce de mon château doré. Cela ne me dérangeait pas parce que je n'avais pas d'amis, j'avais nulle part où aller. Je n'avais pas de permis de conduire. Mais je ne savais pas qu'en fait, la personne me tenait en fait un peu comme en cage sans me rendre compte. Mais comme la maison, elle était grande, j'avais le Wi-Fi, j'avais Instagram où je faisais les directs. J'avais vraiment tout pour pouvoir me distraire. Je ne me rendais pas compte que, hey, madame, réveille-toi, mais tu n'as pas de vie en fait. Ça fait 2 ans que tu es là, tu n'as pas d'amis. Ça fait 2 ans que tu es là, tu ne travailles pas. On te donne tout, mais on s'assure que tu n'es pas de boulot en fait. Nous sommes à l'appartement, je me sens de plus en plus bien. Tu es en plein centre de Milan, tu descends l'appartement, on te dit bonjour. Tu descends en bas, tu vois un petit noir, tu vois un américain là-bas, tu vois un latinois par là. Tu commences à te sentir en sécurité. Tu peux aller déposer toi-même les enfants à l'école, tu vois le métro. En tout cas, tu es dans une ville où les gens sont en mouvement. Tu n'es plus dans un dormitorio, comme nous on dit chez nous en Italie, c'est-à-dire un endroit, on vivait dans des concessions. Donc des entrées couchées en fait, où les gens sortent pour aller travailler et rentrent le soir. Donc personne ne sait ce qui se passe la journée. Et j'arrive, je commence à m'intégrer un peu petit à petit et il vient nous rendre visite. Ce jour-là, il oublie son ordinateur chez nous à la maison, chez moi, là où je vis avec les enfants parce que nous sommes en mode séparation, quoique il garde l'amitié, il garde vraiment l'amitié. Donc il est la personne qui m'aime le plus, il ne me veut pas de mal, on va se séparer à l'amiable, on va peut-être même pas divorcer, ce n'est qu'un petit temps de pause. Mais moi, je suis déjà en alerte. C'est-à-dire le soir, quand je suis avec les enfants, je fais des recherches, je regarde des vidéos, je tombe sur le concept des pervers narcissiques, je suspecte que je suis sous manipulation, je commence à faire des tests sur YouTube pour savoir combien, si tu es sous manipulation, 12 signes pour savoir que tu es sous manipulation, 20 signes pour savoir que tu es sous manipulation d'un pervers narcissique. L'instinct de survie, c'est-à-dire ton âme commence à t'envoyer à savoir quelque chose ne va pas. Et ce jour-là, il dépose l'ordinateur et il s'en va. Je ne suis même pas au courant. Quelque chose à 2 heures du matin, alors que je dors avec mes enfants, me dit réveille-toi. Je me réveille, prends le sac de ton mari. Je prends le sac, fouille le sac, ouvre. Heureusement pour moi, il n'y avait pas de mot de passe. Et là, figurez-vous, je tombe sur une panoplie de livres, une panoplie de vidéos que vraiment, pour moi, je dis bien pour moi, jamais de toute ma vie, je ne regarderai ces vidéos, lirai ces livres, les achèterai. Parce que pour moi, ce genre de livres et de vidéos pour les regarder. Ou tu peux tomber, les films encore ça passe, tu peux tomber dessus par hasard parce que ce ne sont que des films, mais tu ne vas pas en avoir dans ta machine plusieurs traitant les mêmes sujets seulement. Tous les films parlaient d'assassinat. Et quand je vous dis assassinat, je ne parle pas des petits films de M6 où on essaie d'empoisonner quelqu'un, mais je vous parle d'assassinat où on apprend à tuer, où on est tueur en série.
Et c'était plusieurs livres ainsi. Et j'ai commencé à parcourir, j'ai ouvert 1 ou 2 livres pour regarder les chapitres. Je vous dis que c'est le genre de livre où tu veux apprendre à tuer, où tu es la victime et tu aimerais savoir comment se manifestent les tueurs pour que tu sortes de là. Dans quel cas était mon mari? Était-il victime de quelqu'un qui voulait le tuer? Je ne pense pas. Parce que je ne suis pas une meurtrière, je n'ai jamais... Je ne pense pas. Voulait-il apprendre à tuer quelqu'un? Cherchait-il à connaître les compétences, les facultés, les moyens possibles pour pouvoir tuer ou se débarrasser d'une personne? Point d'interrogation. Mais une chose est sûre, dans tout son hard disque, je pouvais avoir 100 films. Des titres comme Le silence des innocents, Voyage avec un inconnu, Voyage sans retour, Les yeux du diable, j'en passe. Je pense que j'ai des captures d'écran, je pourrais les poster parce que ça m'avait traumatisé. Et après, si c'était juste des films lambda, parce que j'ai contacté sa famille, j'ai contacté ses amis, j'ai voulu expliquer, la majorité me disait, mais non, mais tu sais, chez nous, lire des livres comme ça, ce n'est pas mauvais, regarder des films comme ça, ce n'est pas mauvais. Ils m'ont mis dans leur cercle et j'ai trouvé ça normal. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas normal. Je me souviens que j'avais même fait une vidéo, parce que pendant que j'étais en train de filmer les films sur l'ordinateur avec mon téléphone, je tremblais. Tu ne peux pas trembler parce que tu prends une capture d'écran. Tu ne peux pas trembler parce que tu es en train de prendre une vidéo pendant que ton mari est déjà parti. Parce que je me disais, il peut revenir. Je me disais peut-être qu'il peut venir chercher. Parce que, pardon, j'ai oublié, j'avais d'abord vu les films avant qu'il parte. C'est-à-dire, il était parti, il a oublié, je pense, 30 minutes après, l'instinct m'a dit de regarder. J'ai regardé, après, j'ai refermé. Mais je n'avais pas trop considéré. Je voulais juste avoir des preuves, j'ai refermé, j'avais peur. Maintenant, à 2 h du matin, l'esprit me rappelle encore de me réveiller afin de bien examiner. Et c'est là que j'avais pris maintenant le temps de lire les livres. Ça, c'est à 2 h. Mais à 20 h ou à 21 h, en tout cas, quand il venait de quitter l'appartement, j'avais juste filmé rapidement parce que je me disais qu'il pouvait revenir. Donc, je tremblais. Et pourtant, la porte est fermée à clé. S'il revenait, il allait sonner. Il n'allait pas se métamorphoser pour rentrer. Il n'avait pas de clé. Mais je tremblais tellement, je me sentais en danger. Et si je retrouve cette vidéo, je la posterai. C'était une mère qui avait des enfants, je me souviens, j'avais des enfants qui jouaient et j'étais là, je tremblais. Et après, j'avais même entendu la sonnerie. Parce que oui, il était revenu, mais il n'était pas revenu pour prendre l'ordinateur. Et dans la vidéo, je tremblais même en disant, je me souviens ma fille qui me dit, maman, papa est là. Et je dis, n'ouvre pas, attends, pour que je puisse avoir le temps de fermer l'ordinateur, de remettre dans le sac. Mais heureusement pour moi, il n'avait pas pris l'ordinateur. Il ne s'était pas rappelé de l'ordinateur. Jusqu'à ce qu'il parte. Donc tout ça seulement pour vous dire qu'une personne qui n'est vraiment pas en danger ne peut pas se comporter comme ça. Et si aujourd'hui je commence à en parler parce que c'est 4 ans qu'on veut me faire passer pour folle. C'est 4 ans qu'on veut me faire croire que j'imagine. C'est 4 ans qu'on veut me dire que j'hallucine. Mais si réellement c'était le cas, au bout de tous ces 4 ans, je ne serais pas cette femme que je suis, cette mère, parce que malgré qu'il a pris les 2 garçons pour me garder dans le silence, qu'il a pris les 2 garçons pour me faire retourner en Italie afin qu'il puisse achever, parce qu'une fois il m'avait menacé, il avait demandé des gens à me menacer en me disant que si tu reviens ici, tu vas voir, on va te faire arrêter. Parce qu'il s'arrangeait que de faire des choses pour que je m'énerve avec des gens et que ces personnes-là puissent chercher à me porter plainte alors que c'est lui qui manigançait tout ça. Mais comme ces gens ne savaient pas à qui ils avaient affaire, ils se disaient juste que sa femme a un problème, sa femme est le problème. Donc je me souviens avoir eu des gens au téléphone qui m'avaient dit ça. Qui me disait, tu ne fais que empirer ton cas. Tu verras lorsque tu viendras ici en Italie, on va te faire arrêter. Des gens que je ne connaissais pas, des gens que je n'avais jamais vus, des gens qu'ils payaient pour s'occuper de nos enfants pendant que moi j'étais ici en Afrique. Mais aujourd'hui, je décide de parler parce que il s'agit de mes enfants. Parce que si Dieu m'a sauvé, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Si Dieu m'a sauvé, c'est qu'il y a une âme qui doit être sauvée. Si Dieu m'a sauvé, c'est que quelqu'un doit être délivré quelque part qui passe par ça. Si Dieu m'a sauvé, c'est pour que j'aille sauver ces enfants-là qui sont peut-être en train de vivre ça. Je refuse d'abandonner. Je refuse de croire que je suis folle. Parce que si je l'étais réellement, au bout de 4 ans, je le serais vraiment devenue. Mais pour ceux qui me suivent, plus les années passent, plus je suis en train d'aller de l'avant, plus je vais de mieux en mieux. Et rien que le fait de parler est déjà un signe
que l'eau a coulé sur les ponts, que le temps a passé, que je suis guérie et sortie de tous ces traumas, que je n'ai plus rien à perdre aujourd'hui. Que pour mes enfants, je suis capable d'affronter les réseaux sociaux au risque d'être traitée de mère indigne, de femme indigne. J'ai bien réfléchi pendant 4 ans avant de faire cela. J'ai beaucoup résisté pour ne pas le faire parce que pour moi, ce n'était pas la solution. Mais quand des enfants sont en danger, quand des enfants peuvent être touchés peut-être par un pédophile, quand des enfants sont autour d'un père drogué qui se drogue et qui prend des drogues dures, qui sont la marijuana et la cocaïne, un père qui a des tendances agressives mais qui le cache, qui est parfait mais qui a ses tendances agressives, un père que je soupçonne avec un passé très douteux si on peut faire les investigations dans son village. Un père qui peut arracher ses enfants à sa mère. Quand je vois le changement de mes enfants, qui étaient des enfants doux, calmes, qui ne parlent pas, aujourd'hui me répondent, maman dégage, et me raccrocher au téléphone et dire que tu l'as voulu, hein, tu l'as voulu, en fait, si je te raccroche au téléphone, c'est ta faute. Dieu seul sait ce qui est mis dans le cœur, dans la tête de ses enfants. Alors en tant que mère, je dois sauver mes fils pendant qu'ils sont encore petits, parce que je pourrais encore récupérer l'éducation. Je refuse d'avoir des délinquants. Voilà pourquoi je me lève et je parle. Alors les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent. Je suis servante de Dieu, je suis chrétienne. Mais Jésus, c'est aussi la liberté. Jésus, c'est aussi la liberté. Jésus, c'est la justice. Et le temps de justice est arrivé. 2025, beaucoup d'enfants de Dieu seront justifiés. 2025, beaucoup de faux seront démasqués. 2025, le Seigneur lui-même vient. Donne le courage à ceux qui n'arrivaient pas à parler pour parler. Les gens diront peut-être ce qu'ils voudront. Vous direz peut-être ce que vous voudrez. Mais je sais que le Dieu qui m'a sauvé, qui m'a sorti de là-bas, qui m'a gardé et qui m'a guéri, qui a permis que je puisse parler aujourd'hui, est en train de me faire justice. Et que je sais que c'est lui qui permet que je parle aujourd'hui, qui me donne cette force. Parce que pendant 4 ans, je n'ai pas pu. Et un soir, après avoir vu tous ces films, c'était la descente aux enfers. J'ai compris que là, quelque chose n'allait pas. Non, on pouvait tout me faire croire, mais c'était fini. Le silence des innocents. Un voyage avec un inconnu. Un voyage avec les étrangers. Comment tuer. L'assassinat, je ne sais pas quoi. Je trouverai les titres, je vous posterai. Et j'ai parcouru 3 livres que j'ai lus. Et je vous dis que ce n'est pas des livres où on dit que j'ai été tué, j'ai été assassiné. La personne raconte l'histoire brièvement. Non. Des livres où on explique comment. C'est-à-dire le tueur prend un malin plaisir à expliquer. Où tu te poses même la question, est-ce que l'écrivain n'est pas le tueur par hasard? Parce que vraiment, je suis écrivaine. En tant qu'écrivain, si tu m'expliques cette histoire, je n'écrirai pas. Ou alors si j'écris parce que je dois prendre mon argent, il y aura des détails que je ne donnerai pas parce que tu me relates. Mais je n'ai pas fait la scène. Mais je vous dis, c'est des livres où la personne te dit, je prends le couteau, je fais rentrer dans le cœur, je retourne l'organe. Là, je me rends compte que ça saigne. À ce moment, je suis content. Je prends les gants, j'enlève les gants. Il y a les détails. Mais on veut me faire croire que je me trompe. Près d'une centaine. Et avant de revenir sur la fois où on se fait cambrioler, je vous ramène un petit instant dans la maison conjugale. Un jour, je monte dans les escaliers à la 3e chambre parce qu'on était séparés, il ne dormait plus avec moi. Je vais trouver mon tendre époux en train de suivre la fameuse série de Vikings que je ne connaissais même pas, mais que je découvre ce jour-là à travers lui, qui est une série qui parle de magie, de sorcellerie, de initiation, de comment tuer les gens. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais 28 ans, je venais de faire 28 ans. Et je vais voir mon mari qui est sur sa tablette en train de suivre un film. Comme là, je savais déjà que j'avais affaire à quelqu'un qui voulait ma mort, mais pas physiquement. Je me disais que ce n'était que spirituellement, parce que j'avais découvert qu'il était dans des sciences occultes. Je m'assois à côté de mon mari, je commençais déjà à faire l'idiote, parce que je savais que l'unique façon de sortir de là, c'était de faire l'idiote. Je m'assois à côté de mon époux, je dis, chérie, qu'est-ce que tu regardes naïvement? Et là, je trouve mon mari avec un visage, d'abord quand je rentre dans la chambre, avec un visage noir, vide, différent de la personne que je vois en bas sourire. Un autre aspect. Ses yeux avaient changé de couleur. Lui qui a des yeux verts avait des yeux noirs ce jour-là. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Ses yeux étaient noirs, je vous dis.
Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, Seigneur, tu avais permis que je voie ses yeux parce que tu avais mis des dents spirituelles ou vraiment il avait cette capacité de se métamorphoser. J'avais peur, je me disais, mais à qui j'avais affaire? Et dès que j'arrive, il me regarde, le visage était différent. Il ressemblait à un tueur, à un assassin. C'est-à-dire, je l'avais trouvé dans sa vraie nature. Et dès que je viens, là, monsieur sourit et tout à coup, subitement, l'apparence change. Et je m'assois, qu'est-ce que tu regardes? Il me dit, c'est rien du tout. Et je tombe sur la scène, je dis, je vais regarder un peu. Je tombe exactement pile poil dans cette série à la saison où on est en train de tuer une jeune fille de 28 ans, de la sacrifier. Donc, on montrait comment on sacrifie une jeune fille de 28 ans. J'avais 28 ans à cette époque-là. Je me sentais mal dans ma peau. Je sentais que je mourrais, mais je partais à l'hôpital, il n'y avait aucune maladie. Je sortis de là, j'avais la chair de poule, j'avais froid au dos. L'épisode montrait clairement l'initiation, le sacrifice d'une fille de 28 ans. Revenons à l'appartement. Monsieur part en voyage, nous sommes avec les enfants. Je commence à recevoir des appels mystiques, des soi-disant anciens amis qu'il avait laissés en Algérie et qui aimeraient le saluer, mais sur mon numéro, comme par hasard. Bref, on passe. Un jour, je me fais toquer à 1h du matin, pendant qu'on dort. Mais moi, je ne dors tard. Je suis déjà traumatisée, je ne dors presque plus. Toc, 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 toc. Je vais au Judas, je vois un seul homme devant le Judas, devant la porte, qui toque. L'homme a l'air d'un étranger, algérien, maghrébin. Il y a beaucoup de gens de l'Albanie là-bas, ces gens qu'on voit dans les films des Américains qui sont doués pour ce genre de mission. En tout cas, ce n'était pas des Italiens. Ou si c'était des Italiens, c'est que c'est des Italiens du Sud. Parce que les Italiens du Sud, il faut noter qu'ils ressemblent beaucoup à des Albanais. Ils ont le même mode opératoire. Les gens de la Sicile, là, tout ça là. Ceux qui sont de l'Italie, ils savent très bien. Ils toquent, mon esprit dit n'ouvre pas. Je commence à trembler. Je commence à trembler comme si j'étais en danger. Je sens que je suis en danger. Mes enfants aussi dormaient tard avec moi, on était tous traumatisés. Il insiste et je n'ouvre pas. Et quand il voit que je n'ouvre pas, le monsieur fait la marche, parce que l'escalier se trouvait devant eux, donc il fait la marche pour descendre. Pendant qu'il fait la marche pour descendre, il s'en va, et je sens qu'il dit à son ami, on y va. Et je me rends compte qu'il y avait un autre à côté. Mais qui vient se tromper de porte? Peut-être qu'il s'était trompé de porte, peut-être qu'il s'était trompé d'étage à 1h du matin, peut-être qu'ils avaient rendez-vous, il peut avoir une soirée entre amis le soir, d'accord. Mais vous deux, vous allez être debout normal devant. C'est pas qu'un toque et puis un est à côté. Là, c'est pour que si la personne ouvre, l'autre rentre pensant qu'il est seul, ou bien soit il ne va pas rentrer vous parler, et l'autre fait l'action. Ils sont descendus. Je sentais que j'étais en danger. Le lendemain, j'en ai parlé au concierge. J'ai appelé mon mari. À la place d'être paniqué comme un homme qui a laissé une femme avec 3 enfants, dont une fille de 9 ans, 8 ans, un garçon de 6 ans et un autre de 3 ans, devait paniquer seul dans la ville, sans famille, devait paniquer, appeler le concierge pour parler, pour renforcer la sécurité, m'appeler pour me rassurer. M'a tout simplement dit, c'est rien du tout. Ah, c'est rien du tout, c'est sûr qu'ils se sont trompés. Et lorsque j'appelle le concierge pour dire, le concierge c'était un latinois, un homme qui ne me connaissait pas. Mais je sentais un dédain, je sentais quelqu'un qui ne voulait pas me parler comme s'il avait entendu mal parler de moi. Mais ça encore, j'avais mis dans le compte du racisme. Je me suis dit, mon frère, toi et moi aussi, nous sommes des étrangers. Tu es de l'Amérique latine. Du fin fond là-bas, même si nous les Noirs, nous sommes pauvres. Mais il vaut mieux encore être noir, africain, qu'être du fin fond là-bas des pays d'où vous venez. Donc moi, je me disais juste que c'était du racisme. Or que monsieur, comme d'habitude, s'était assuré de donner une image de moi que je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais en tout cas, qui faisait que les gens s'éloignaient de moi. Et le monsieur n'a pas pris ça aussi en considération. Voilà comment j'avais failli être ce jour-là encore assassiné, une autre de ses tentatives. Et monsieur s'est assuré d'être en voyage pour ne pas qu'il soit à l'origine. Et j'avais fait l'amitié avec la voisine qui était juste en face de moi, que je disais bonjour. Nos enfants étaient dans les mêmes écoles, j'allais déposer l'enfant ensemble avec elle. Et quand mon mari revient 2 semaines plus tard, je fais le malheur de lui présenter cette femme parce que là, je ne sais pas qu'en fait, si je n'ai pas de relation, c'est parce que lui, il est loin de tout le monde. Je lui présente cette famille, ils viennent chez nous, je prépare, on dîne ensemble. Monsieur repart dans son travail. Quelques jours après,
La dame, quand je ouvre la porte, elle ferme la porte. Quand je descends les escaliers, elle passe à gauche. Et lorsque je la rencontre à l'école des enfants, soit elle se cache dans un endroit. Tu marches et tu sens que tu as vu ta voisine, mais elle a disparu, elle a couru, elle s'est cachée. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà comment il avait envoyé des gens pour venir nous faire quoi? Seul Dieu sait. Personne ne savait que j'étais dans cet appartement. Personne ne me connaissait à Milan. J'aurais pu disparaître si Dieu n'avait pas intervenu. Si je parle aujourd'hui, c'est pour que justice soit faite. Si je parle aujourd'hui, parce que je sais que je ne suis ni stupide ni folle. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour dénoncer qui que ce soit. Mais c'est pour que justice soit faite. C'est pour que la vérité soit connue. C'est pour que quelqu'un soit sauvé quelque part. C'est pour donner la force à une femme qui vit ces choses aussi, qui est sûre dans son âme, dans son esprit, qu'elle vit ces choses, mais qu'on fait croire qu'elle est malade mentale et qui va peut-être se retrouver demain à l'asile psychiatrique. Ou qui va peut-être réussir à s'en sortir, mais qui toute sa vie sera détruite parce que le silence est une prison. J'ai eu 4 ans de prison, 4 ans de silence, 4 ans de peur, mais c'est terminé.